Le grand jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury, un grand jury en direct sur RTL et également en direct sur Public Sénat. Si vous voulez nous regarder, c'est sur le canal 8 de la TNT désormais. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bien comprendre ce qui se passe, c'est l'ambition de ce grand jury. Bien comprendre la situation, les enjeux et les menaces de cette guerre entre Israël et l'Iran. Comment stopper l'escalade? Et puis, Iran, Israël, Russie, Ukraine, Chine, États-Unis, nous vous demanderons si tous les ingrédients d'une guerre mondiale sont réunis. Nous vous demanderons également, vous êtes également vice-président du MoDem, entre la fin des négociations sur les retraites et le prochain budget, comment François Bayrou peut-il s'en sortir? Bienvenue dans ce grand jury, Jean-Noël Barrot. Merci. À mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Perrine Tarnot de Public Sénat, Bonjour. Pauline Buisson de M6 Bonjour. Et nous serons rejoints en seconde partie par Claire Conruit du Figaro. Jean-Noël Barrot, je rajoute au programme de ce grand jury nos questions express avec toujours la même promesse dans cette séquence, des réponses courtes, ça sera tout à l'heure. Le grand jury, l'actualité de la semaine. Jean-Noël Barrot, malgré les appels à la retenue, les frappes s'intensifient entre Israël et l'Iran. Comment qualifiez-vous cette dangereuse escalade militaire? Israël a-t-elle déclaré la guerre à l'Iran? Nous avons appelé avec beaucoup de fermeté les deux parties à la retenue. Et ma priorité dans ce moment, c'est évidemment d'assurer la sécurité de nos agents, dont je veux reconnaître le courage et le dévouement dans cette période si difficile, à Tel Aviv comme à Téhéran, de nos compatriotes dans ces deux pays, et puis de nos partenaires de la région qui sont évidemment très inquiets. Mais ce midi, votre appel à la retenue n'est pas entendu. Et ça n'empêche qu'il faut le porter, cet appel. Mais c'est la responsabilité de la France. Est-ce qu'on est déjà dans l'escalade que vous redoutiez? Quand on voit les tirs qui s'intensifient d'un côté comme de l'autre. Je crois que personne n'a intérêt à un embrasement régional. Et c'est pourquoi nous avons dit très clairement quelle était la position de la France. Le programme nucléaire iranien est une menace existentielle pour la sécurité d'Israël, mais au-delà pour la sécurité européenne. Nous avons toujours dit que la meilleure façon de le prévenir, de le contenir, ce programme nucléaire, c'était la voie diplomatique. Nous avons pris acte de la décision du gouvernement israélien de mener ces opérations militaires que nous n'avons pas soutenues, auxquelles nous n'avons pas participé. Et nous appelons maintenant l'ensemble des parties à la retenue et à l'ouverture de ces négociations conduisant à un véritable retour en arrière crédible de ce programme nucléaire. Est-ce que vous connaissez très exactement les objectifs recherchés aujourd'hui par Israël? Est-ce que c'est viser effectivement les sites nucléaires iraniens ou est-ce que c'est plus globalement renverser le régime des mollahs? Le gouvernement israélien a justifié ces opérations militaires par sa volonté de faire échec au programme nucléaire iranien. Et dans mes entretiens ce matin avec le ministre israélien des Affaires étrangères, il l'a réaffirmé une nouvelle fois. Et la question, c'est est-ce qu'il y avait une menace imminente de la part de l'Iran pour se doter effectivement de l'arme nucléaire qui justifiait cette réplique israélienne? Et non seulement elle est imminente, mais elle est existentielle. Et ça fait des mois maintenant que la France, avec ses partenaires britanniques et allemands, a engagé un dialogue exigeant avec l'Iran. Au moment où nous atteignons le 10e anniversaire de l'accord sur le nucléaire iranien que nous avons signé il y a 10 ans, pour amener l'Iran à revenir en arrière de manière très nette pour préserver les intérêts de sécurité de la France et de l'Europe. Si je suis votre raisonnement, Israël a raison de frapper l'Iran. Je vous l'ai dit, nous n'avons ni soutenu ni participé à cette attaque parce que nous considérons que la meilleure manière de garantir nos intérêts de sécurité, ceux de nos partenaires dans la région, c'est par la négociation et la diplomatie. Mais si on vous entend bien, est-ce qu'à vos yeux, aux yeux de la France, ces frappes sont utiles contre justement les installations nucléaires iraniennes? J'entends des voix s'élever dans le débat politique français qui quasiment semblent prendre le parti de l'Iran. Faut-il rappeler que l'Iran dispose de capacités nucléaires, de missiles qui peuvent aujourd'hui toucher le territoire français? Faut-il rappeler que l'Iran a soutenu le Hamas, le Hezbollah? Je vais terminer si vous me permettez. Faut-il rappeler que l'Iran a soutenu le Hamas, le Hezbollah, a salué l'attentat antisémite du 7 octobre, suite auquel 50 de nos compatriotes ont perdu la vie? Faut-il rappeler que l'Iran a livré des centaines de missiles et des milliers de drones à la Russie? Faut-il rappeler que l'Iran retient en otage 2 de nos compatriotes? Est-ce que j'ai bien entendu Cécile Kohler et
et Jacques Paris, qui sont détenus dans des conditions indignes, assimilables à de la torture, depuis plus de 3 ans maintenant. Est-ce que je vous ai bien entendu? Vous dites que l'Iran a des capacités nucléaires pour frapper l'Europe? C'est ce que vous venez de dire. Hein. L'Iran a violé tous les engagements auxquels elle s'était astreint lorsqu'il y a 10 ans, nous avons trouvé un accord consistant à restreindre sa capacité à accéder à une arme nucléaire. Aujourd'hui, l'Iran est au seuil. Elle est en capacité, du fait de développement considérable de son programme nucléaire, du fait de développement considérable de ce qu'on appelle son programme balistique, c'est-à-dire sa capacité d'envoyer des missiles à plus de 2000 km. Elle est au seuil de pouvoir frapper Israël, des pays dans la région et possiblement le territoire national. Ça veut dire quoi au seuil? C'est-à-dire, je crois que l'image est assez parlante. C'est-à-dire ça veut dire que dans quelques mois, l'Iran a la bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'elle est quasiment en capacité de déclencher ce type d'attaque. Comment on explique que l'Iran soit arrivé à cette situation? C'est l'échec de la communauté internationale? Comment c'est possible en fait que l'Iran soit aussi prêt d'avoir l'arme nucléaire? Parce que l'Iran a refusé de respecter les engagements auxquels elle s'était astreinte, que l'Iran n'a pas voulu rentrer dans des négociations auxquelles nous l'invitions il y a quelques mois, consistant à revenir en arrière sur le volet nucléaire, sur la partie de l'enrichissement, comme sur le volet balistique, c'est-à-dire la fabrication des missiles qui peuvent emporter des charges nucléaires, comme sur ces activités de déstabilisation, c'est-à-dire le soutien à des groupes terroristes, des soutiens au Hamas, au Hezbollah ou aux Houthis. Et quand le Premier ministre israélien Netanyahou dit que l'Iran a produit aujourd'hui assez d'uranium enrichi pour produire 9 bombes nucléaires, il livrait, c'est l'état également de vos renseignements? L'Iran dispose aujourd'hui d'uranium enrichi à un niveau 40 fois supérieur à celui que nous avions fixé il y a 10 ans lorsque nous avons trouvé cet accord. Donc oui, le programme nucléaire iranien, tout le monde le sait, n'a pas de vocation civile uniquement, il a une vocation très clairement militaire. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes entretenu ce matin avec le ministre des Affaires étrangères israélien. Que vous a-t-il dit? Combien de temps va durer leur opération en Iran? Il m'a rappelé que les objectifs consiste à frapper les actifs du programme nucléaire iranien. Je l'ai appelé à la retenue, je l'ai appelé à s'abstenir, à ce qu'Israël s'abstienne de cibler évidemment des civils. Je l'ai aussi appelé à ne pas oublier la situation à Gaza, où nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages du Hamas, à l'accès sans entrave et immédiat de l'aide humanitaire. Et quand on écoute Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il vise effectivement ces installations nucléaires, mais également le régime. Le Premier ministre israélien qui veut faire tomber le régime iranien. Vous le condamnez ou c'est quelque chose que vous approuvez? Je vous le redis, le programme nucléaire iranien est une menace existentielle pour Israël, pour les pays de la région, et pour nous aussi. Oui, mais c'est pas ma question. Et la seule manière de nous en débarrasser, de nous en délivrer, c'est la négociation. Et nous nous tenons prêts à ouvrir ces négociations que nous préparons depuis de longs mois. J'en conclus que vouloir renverser le régime iranien n'est pas une bonne idée. La menace qui pèse sur nous, c'est celle du programme nucléaire iranien, complété par un programme balistique, un programme de missiles intercontinentaux qui permettent de toucher bien au-delà du Moyen-Orient le territoire national et des territoires européens. Et ce sont les activités de déstabilisation de tout le Proche-Orient qui se poursuivent avec le soutien à l'Iran, par l'Iran, à des groupes terroristes. Des négociations étaient prévues entre les États-Unis et l'Iran justement sur ce programme nucléaire. Est-ce qu'aujourd'hui la communauté internationale a perdu finalement quelque part un peu le contrôle de cet armement iranien, ou est-ce que tant que l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, continue d'avoir accès à un certain nombre de sites, les choses sont encore maîtrisables? Non, il faut le dire clairement, l'Iran a dissimulé ses capacités nucléaires à l'Agence. L'Agence a publié un rapport il y a une semaine qui le démontre, et nous avons, avec nos partenaires allemands et britanniques et américains, fait adopter une résolution au conseil d'administration de l'agence qui marque le fait que l'Iran a dissimulé ses capacités nucléaires. Est-ce qu'il reste une place pour le dialogue et pour la négociation? Évidemment que oui, il en reste toujours une, et c'est celle que nous prescrivons, c'est celle que nous voulons saisir. Est-ce qu'aujourd'hui, la France appuie militairement, ou surtout par le renseignement, ces frappes d'Israël en Iran? Le président de la République l'a rappelé, en fonction de la présence
de nos emprises militaires sur le terrain, nous nous tenons prêts à contribuer à la protection Ce n'est pas le cas d'Israël. Nos emprises, nos moyens militaires dans la région, ils ont vocation d'abord à défendre nos intérêts, mais aussi à participer à la défense de nos partenaires. Est-ce que ça a été le cas, pardonnez-moi, mais est-ce que ça a été le cas dans les dernières heures? À ce stade, et étant donné la nature et la trajectoire des attaques iraniennes contre Israël, les moyens militaires français n'ont pas été mobilisés, mais ils sont en alerte. Et les armées communiqueront en temps. Alors vous voyez une accusation qui monte, c'est contre les États-Unis de participer activement, ou en tout cas de donner une aide active à Israël pour ces attaques. Est-ce que par exemple, ravitailler un avion de chasse israélien de la part des Américains, c'est une aide active ou pas? Je ne veux pas rentrer dans des débats qui appartiennent aux officiers des armées. Ce que je puis dire, c'est que la France est indéfectiblement attachée à la sécurité d'Israël et l'a démontré lorsqu'en avril et en octobre, Israël a été attaqué par l'Iran. Nous avons mobilisé les moyens militaires français pour contribuer à sa défense. Est-ce que d'un point de vue diplomatique, c'est une question importante de savoir l'implication des États-Unis dans l'offensive israélienne? Ça n'est pas une question. En tout cas, pour ce qui concerne les positions françaises, ce n'est pas une question, c'est une évidence. Nous l'avons démontré l'année dernière, en avril et en octobre, en mobilisant nos moyens militaires pour contribuer à la défense du territoire israélien. Mais est-ce que Donald Trump n'a pas joué une sorte de double jeu en essayant de négocier, en ralentissant un peu ces négociations avec l'Iran sur leur programme nucléaire pour peut-être préparer le terrain à cette attaque israélienne? Il y a quelques mois, les États-Unis ont souhaité engager un dialogue direct avec l'Iran. Nous avons salué cette initiative puisque, je le redis, le programme nucléaire iranien est une menace existentielle pour nous et nous considérons que seul le dialogue permet de contrer cette menace. Nous avons d'ailleurs fait connaître aux Iraniens comme aux Américains nos exigences. Ils les connaissent parfaitement et nous nous tenons prêts à réamorcer ce dialogue au regard de la situation telle qu'elle a évolué ces dernières heures. Pour bien comprendre tous les enjeux de cette guerre, est-ce que Benyamin Netanyahou ne mène pas aussi une guerre intérieure? C'est-à-dire que lui, d'un point de vue politique, le Premier ministre israélien a besoin de mener ces guerres pour rester au pouvoir. Ce qui est clair, c'est que nous tenons un langage de vérité au gouvernement israélien. Nous réaffirmons notre attachement à la sécurité d'Israël, tout en appelant le gouvernement israélien au cessez-le-feu, à l'accès sans entrave et immédiat de l'aide humanitaire à Gaza, et rien de tout ce qui était en train de se passer dans la région ne peut nous faire oublier Gaza. Vous y voyez une stratégie de Benyamin Netanyahou qui essaye de détourner le regard de ce qui se passe à Gaza? Vous savez, je n'essaye pas d'interpréter les propos ou les gestes des uns et des autres. Nous sommes très concentrés sur notre seul objectif qui est la paix et la stabilité dans la région. Cela passe par le refus du programme nucléaire iranien et cela passe par le refus de la colonisation, de l'occupation, de la guerre à Gaza et en Cisjordanie. Ce sont les deux objectifs de la France auxquels nous sommes tout entiers attachés et auxquels nous œuvrons très activement. On peut quand même parler d'un échec de la diplomatie française. Vous parlez d'un échec et européenne. Eh bien, je suis désolé de vous contredire, mais ce qui s'est passé la semaine dernière, grâce au mouvement qui a été enclenché par la France, qui préparait une conférence au sujet de la solution à deux États, et qui, clairement, a initié une dynamique qui est désormais inarrêtable. Regardez ce que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a dit dans une lettre qu'il a adressée au président de la République et au prince héritier de l'Arabie Saoudite. Pour la première fois, il a condamné le 7 octobre comme un attentat terroriste. Il a affirmé que l'État de Palestine serait démilitarisé. Il a également appelé à ce que des élections puissent se tenir en Palestine d'ici un an. Bref, des déclarations qui étaient inédites. Par ailleurs, vendredi à Paris, et pour la première fois, les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes ont dialogué et ont pris ensemble des résolutions en lançant l'appel de Paris à une solution politique. Sauf qu'il n'y avait pas de majorité à l'ONU pour reconnaître tout cela. Il devait y avoir un rendez-vous la semaine prochaine qui n'aura pas lieu. Est-ce que le processus... Pour des raisons logistiques et sécuritaires, mais qui aura lieu dans les prochaines semaines. C'est notre volonté, nous sommes déterminés. Ça ne coupe pas cette initiative? Non, pas du tout. L'élan est inarrêtable, je vous l'ai dit. Écoutez les déclarations de Mahmoud Abbas, écoutez les déclarations de la société civile, et vous verrez que nous avons réussi à réamorcer un mouvement vers une solution politique qui passe par
la reconnaissance de l'État de Palestine, le désarmement du Hamas, son exclusion de l'avenir palestinien et par l'insertion d'Israël dans une architecture régionale de sécurité. Emmanuel Macron parlait la semaine prochaine d'un moment décisif. Ce moment n'aura pas lieu la semaine prochaine. Ce moment aura lieu dès que les circonstances le permettront, c'est-à-dire dès que les conditions sécuritaires et logistiques seront réunies. Ouais, on a vu quand même que beaucoup de pays qui étaient partenaires au départ de cet accord se sont désistés sous la pression notamment d'Israël. Est-ce que vous êtes quand même toujours prêt à pousser cette solution à l'ONU ? Je n'ai pas du tout la même analyse et aller au rapport de force avec l'État hébreu. Jour après jour, un nombre toujours plus important de parties prenantes de la résolution de cette crise en Europe, en Amérique du Nord et au-delà d'un côté, mais aussi dans le monde arabe, commencer à se saisir de cette dynamique que nous avons amorcée pour faire mouvement vers cette solution politique qui est la seule alternative à l'état de guerre permanent dans la région. Il n'y a pas d'autre alternative. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez demander au Parlement français un débat pour échanger avec les députés, les sénateurs sur ce conflit ? La demande a été formulée par les parlementaires. À titre personnel, j'y suis favorable. C'est une décision qui appartient au Premier ministre. Alors ça, c'est sur le conflit Iran-Israël. Mais pour revenir un instant sur la question de l'État palestinien, est-ce que vous avez été soulagé d'abord par le retour de Rima Hassan en France ou agacé plutôt par cette flottille pour Gaza ? Écoutez, je constate que le débat politique en France se cristallise autour de positions qui sont tout à fait éloignées de ce qu'est la position constante de la France. D'un côté, vous avez les opposants inconditionnels à Israël. De l'autre, vous avez les soutiens inconditionnels à Israël. Mais la France, ça n'est pas ça. Et ces positions-là trahissent en réalité ce qu'est la France. La position de la France, c'est la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Et je le redis, cela passe par un refus très ferme du programme nucléaire iranien. Et cela passe par un refus très ferme du terrorisme, mais aussi de l'occupation, de la colonisation et de la guerre à Gaza, comme en Cisjordanie. Donc comment vous qualifiez ce qu'a fait Rima Hassan, tenter d'aller à Gaza ? Je l'ai déjà qualifié. C'est une opération de communication. Le Premier ministre a parlé d'instrumentalisation des souffrances des populations de la région. Nous avons fait notre devoir, ni plus ni moins, en alertant nos ressortissants des risques auxquels ils s'exposaient, en alertant les autorités israéliennes pour prévenir tout incident et en assurant une présence consulaire tout au long du processus qui a permis à un certain nombre d'entre eux de rentrer. Et nous continuons, malgré la difficulté de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous continuons à assurer cette présence consulaire auprès des 2 ressortissants français participant à cette expédition qui n'ont pas encore pu être expulsés du fait de la fermeture de l'espace aérien israélien. Pardonnez-moi, mais avec le conflit qui s'ouvre ou se réouvre entre Israël et l'Iran, vous ne craignez pas que Gaza repasse finalement au second plan ? Je l'ai dit ce matin au ministre israélien des Affaires étrangères. C'est tout le contraire. Ces opérations qui sont menées par le gouvernement israélien doivent le conduire à accélérer dans la résolution de la crise à Gaza, doivent le conduire à prendre la décision immédiate de cesser le feu et d'ouvrir l'accès massif de l'aide humanitaire aux populations qui en ont tant besoin. Pour revenir sur les risques d'escalade dans la région que vous évoquiez, par cette guerre entre l'Iran et Israël, Emmanuel Macron a dit vendredi « La situation est à haut risque, nous nous préparons à tout ». Ça veut dire quoi ? On se prépare à quoi quand on dit qu'on se prépare à tout ? Mais on se prépare parce que c'est la responsabilité du chef de l'État et du gouvernement de parer à toute éventualité. Pour ce qui me concerne et ce qui concerne mon ministère, nous nous tenons à la disposition de nos compatriotes, à peu près 100 000 en Israël, à peu près 1 000 en Iran, qui sont très inquiets. Nous avons pris contact avec eux. Nous avons ouvert une ligne téléphonique qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et j'ai demandé au centre de crise et de soutien de mon ministère de se tenir prêt à toute éventualité. Ça veut dire quoi, des évacuations ? Ensuite, sur le plan intérieur, nous avons activé, renforcé le dispositif Sentinelle pour éviter d'être pris au dépourvu ou que des conséquences puissent avoir lieu sur le territoire national. Et puis, nous allons veiller très attentivement aux conséquences sur l'économie française, européenne et mondiale que pourraient avoir les opérations militaires en cours dans la région. Très concrètement, quel est l'état de la menace sur le territoire français ? La menace est élevée, mais nous n'avons pas attendu les opérations militaires actuelles pour nous en apercevoir.
Ceci étant dit, l'Iran a montré par le passé sa capacité à frapper directement ou indirectement le territoire de certains pays européens. Et donc nous veillons, tout en ayant réaffirmé que nous n'avons ni soutenu ni contribué aux opérations militaires israéliennes, nous veillons à protéger le territoire national. C'est aussi simple que ça. Et est-ce que vous réussissez à avoir des nouvelles de Cécile Collère et Jacques Paris, les deux Français qui sont toujours retenus en otage en Iran depuis 3 ans ? Le président de la République et moi-même, à mon niveau, avons appelé nos interlocuteurs israéliens et iraniens à prendre en considération le sort de nos 2 compatriotes qui sont retenus otages et qui aujourd'hui le dans dernier une contact prison. que vous avez eu avec eux ? Nous avons eu un contact hier par l'intermédiaire du centre de crise et de soutien de mon ministère avec leur famille. Je m'entretiendrai avec elles un peu plus tard aujourd'hui. Et quant au dernier contact que nous avons eu en direct avec eux, il remonte à 2 semaines environ, puisque grâce à la pression que j'ai souhaité appliquer sur le régime iranien en déposant une plainte devant la Cour internationale de justice pour violation par l'Iran de son obligation d'offrir à nos compatriotes le droit à la protection consulaire. Ils ont eu le droit à des courtes visites de la part de nos équipes sur place, dont je veux à nouveau saluer le dévouement et le professionnalisme. Alors, l'une des conséquences immédiates et très concrètes de ces frappes sur l'Iran, c'est la flambée du prix du pétrole. Si notamment le détroit d'Ormuz est fermé, par où transite, on le rappelle, 20% du marché mondial. Ce sont les consommateurs du monde entier qui vont être impactés, et les entreprises. Il faut s'attendre en France à des conséquences économiques de cette guerre. Je crois qu'il faut tout faire pour éviter de nous retrouver dans cette situation-là. C'est pourquoi nous appelons à la retenue, pourquoi nous appelons à chacune des 2 parties à ne pas s'engager dans une escalade. Et si toutefois nous devions y faire face, eh bien nous y ferions face avec beaucoup de calme, avec beaucoup de lucidité, comme nous avons su le faire par le passé. Plus de pétrole russe, plus de pétrole iranien, ça va faire forcément une flambée des prix et des conséquences quand même très très concrètes pour tous les Français. Pour tous les Français. Et pour le monde entier, en réalité. Donc personne n'y a intérêt. Et je dirais, ni l'Iran, ni Israël n'y ont intérêt. Si on dézoome, on a donc la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, des alliances, et en toile de fond, bien évidemment, la Chine. De l'autre côté, on a les États-Unis, on a Israël, on a l'Europe. Quelque part, on pourrait dire l'Occident. On a au moins 2 lignes de front entre l'Iran et Israël, et puis au Proche et au Moyen-Orient, et puis on a bien évidemment l'Ukraine toujours. Est-ce qu'il n'y a pas tous les ingrédients d'une guerre mondiale ? C'est ce que dit par exemple le Premier ministre polonais, Donald Tusk. Je crois que la responsabilité de la France dans ce contexte, c'est de rappeler les principes auxquels nous sommes très attachés. Depuis 8 décennies, depuis 80 ans, c'est-à-dire depuis la création des Nations Unies. Un principe très simple qui a évité bien des conflits à l'échelle planétaire et auquel nous restons très profondément attachés. Ce principe, c'est « je ne touche pas à tes frontières, tu ne touches pas aux miennes ». Ce principe-là, c'est le fondement du droit international, celui que nous défendons contre tous les vents contraires, contre les réveils des empires, des fantasmes de colonisation qu'on voit émerger notamment en Russie, mais également ailleurs. Mais pour le défendre, il faut le dire clairement, si nous voulons rester fidèles à ce principe, alors il nous faudra devenir beaucoup plus forts et beaucoup plus indépendants dans les temps qui viennent. C'est vrai pour la France et c'est vrai pour l'Europe. Si nous n'y prenons garde, alors nous perdrons notre capacité à maîtriser notre propre destin et à peser sur les destins du monde. Donc le moment, et ça nous amènera progressivement vers sans doute un autre sujet de notre conversation aujourd'hui, qui est celui des choix que nous avons à faire pour nous-mêmes. Le choix que nous devons faire pour nous-mêmes, c'est celui d'être plus fort et plus indépendant. Mais est-ce que Donald Tusk exagère alors ? Quand il parle de 3e guerre mondiale à la veille probablement d'une 3e guerre mondiale. Nous pouvons l'éviter en défendant le droit, en faisant primer le dialogue sur la force et la justice sur la violence. C'est la ligne de la diplomatie française et j'y veille activement. Est-ce que c'est l'échec du grand gendarme mondial, les États-Unis ? Est-ce que c'est l'échec de Donald Trump, évidemment, surtout, qui devait régler, on le rappelle, la guerre en Ukraine en 24 heures, mettre fin au conflit à Gaza et trouver un accord avec l'Iran sur le nucléaire. Finalement, il a tout faux sur le plan diplomatique, Donald Trump. Donald Trump a souhaité faciliter des discussions entre les Ukrainiens et
les Russes. Il a souhaité faciliter des discussions avec rien ne marche, l'Iran. Le résultat. Et cette approche par le dialogue et la négociation, nous ne pouvons que la saluer, parce qu'on ne résout pas les problèmes par la force brutale et par la Toujours est-il violence. qu'on peut constater un échec aujourd'hui. Vous savez, nous avons une tâche qui est ardue lorsque nous sommes en responsabilité pour porter la voix de la France et conduire la diplomatie Vous voulez dire française. que Donald Trump Nous avons eu des succès. est face Nous au avons eu des réalisme, à la succès réalité. ces derniers mois. Nous avons réussi par le dialogue à faire cesser une guerre qui menaçait de plonger le Liban dans le chaos. Nous allons continuer d'œuvrer pour une négociation qui permette à l'Ukraine Mais de garantir sa souveraineté, est-ce que vous son n'êtes pas tout intégrité de même territoriale. Nous inquiet allons par ces œuvrer pour échecs que de la Donald négociation Trump permette, avec l'Iran, de préserver la sécurité de notre territoire et de l'Europe. Donc nous continuons inlassablement. Mais est-ce Il que ces arrive que ce faiblesses- soit est-ce plus que ces difficile que faiblesses des prévu. Il arrive États-Unis- aussi que nous ayons des succès. Est-ce que ces faiblesses des États-Unis, ces échecs vous inquiètent? On a l'impression que Donald Trump subit les décisions de Benjamin Netanyahou, par exemple, qu'il se fait balader par Vladimir Poutine. Est-ce que c'est inquiétant? Vous savez, il y a 6 mois, on nous annonçait une capitulation de l'Ukraine, une vente par appartement de l'Europe avec l'arrivée de la nouvelle administration aux États-Unis. Rien de tout cela ne s'est produit. Et cela, c'est grâce notamment à l'action de la France, du président de la République, qui a permis d'éviter que les États-Unis choisissent le mauvais chemin. 6 mois plus tard, s'agissant de la guerre en Ukraine, nous n'avons pas écarté tous les risques. Nous n'avons pas encore trouvé de résolution à cette crise, mais nous avons évité une division profonde de l'Union européenne et nous avons évité cette capitulation de l'Ukraine qui, pour nous, aurait représenté un immense danger. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est notre invité. On va marquer une pause dans ce grand jury. On va continuer de parler aussi un peu de Donald Trump qui vise le Groenland. Emmanuel Macron s'y rend aujourd'hui. On en parle dans un instant. À tout de suite. Le grand jury RTL Le Figaro Public Sénat M6. Peugeot. Pour tous les amoureux et les passionnés de l'automobile, les 24 heures du Mans, c'est bien sûr 24 heures de course. Mais c'est surtout 24 heures d'émotion. Et chez Peugeot, on vous en offre 24 fois plus. Jusqu'au 24 juin, ce sont les 24 jours chrono avec des offres exceptionnelles sur toute la gamme Peugeot. Jusqu'à 5 000 € d'avantages clients et 8 ans de garantie offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Offre valable pour toute commande d'une Peugeot neuve réservée aux particuliers. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Mercedes-Benz. Il vous faut quoi pour passer à l'électrique? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places? Un loyer attractif? Et pourquoi pas une Mercedes? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399 € par mois. Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399 €. Bonus écologique de 2 000 € déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Au quotidien, prenez les transports en commun. De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle. En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7 000 €. Oui, 7 000 €. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter. Nissan. Remis jusqu'à 4 000 € sur Juke hybride, 5 000 € sur Qashqai et 7 000 € sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail nissan.fr. Pensez à covoiturer. C'est ça, c'est le nouveau Citroën C3 Aircross. Il est beau, hein? Et pour hiberner avec vos oursons, on passe facilement de 5 à 7 places. Oui, bah c'est vrai que c'est pratique, hein. Pour les amoureux de grands espaces et de confort, nouveau Citroën C3 Aircross à partir de 19 700 €. Également disponible en électrique et hybride. Découvrez-le pendant les portes ouvertes du 13 au 16 juin. Citroën. Tarif conseillé à particulier jusqu'au 30 juin pour l'achat d'un nouveau C3 Aircross U hors option. Détails sur citroën.fr selon le réseau participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. RTL. RTL, il est 12h30.
Toutes les infos qui comptent avec Mathilde Wessels. Bonjour Mathilde. Bonjour Olivier, bonjour à tous. La France, après une nuit d'attaque entre Israël et l'Iran, Tsahal annonce ce midi avoir détruit des lanceurs de missiles armés en position de tir en Iran. L'Iran, de son côté, accuse Israël de faire dérailler les négociations sur le nucléaire avec Washington et ajoute rejeter tout accord qui compromettrait ses droits. Les médias iraniens annoncent que 2 suspects accusés de travailler pour les renseignements israéliens ont été arrêtés. Jean-Noël Barrot, qui a déclaré il y a quelques minutes dans son interview donnée au grand jury RTL que le programme nucléaire iranien, complété par un programme de missiles intercontinentaux, constitue une menace pour Israël et pour l'Europe. Il a également déclaré que la France n'a pas à ce stade mobilisé ses moyens militaires pour défendre Israël. L'Ukraine annonce avoir reçu 1200 corps remis par la Russie dans le cadre d'un accord d'échange conclu entre les belligérants à Istanbul au début du mois. Nicolas Sarkozy prend acte de son exclusion de la Légion d'honneur après sa condamnation dans l'affaire des écoutes à 1 an de prison ferme et rappelle que la Cour des droits de l'homme doit encore examiner son recours. L'ancien président a également été exclu de l'Ordre national du mérite. À noter qu'il est le 2e ancien président à être exclu de la Légion d'honneur avec le maréchal Pétain. Et si face aux dégâts reconnus des écrans pour les enfants, eh bien on les interdisait au moins de 3 ans. C'est en tout cas ce que promet Catherine Vautrin, ministre de la Santé. Dans une interview accordée au JDD, elle promet d'interdire l'exposition aux écrans pour les plus petits de la naissance jusqu'à 3 ans. Une idée qui relève d'un changement de paradigme de toute la société, ajoute-t-elle. Dans un instant, c'est la suite du grand jury RTL Public Sénat avec Le Figaro et M6 présenté par Olivier Bost. Dragon. Sur l'île de Burke, où tuer un dragon est un rite de passage, un garçon va faire un choix inattendu. Je suis le premier viking qui veut pas tuer de dragon. Plutôt que de combattre, il va nouer une amitié qui va changer leur monde. Croque-mou, t'inquiète, je vais rien te faire. Envolez-vous dans cette aventure spectaculaire. T'es prêt mon grand? C'est parti! Dragon, actuellement au cinéma, avec RTL. Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. Bien plus confortable, non? Citroën C3 avec ses sièges et ses suspensions Advance Comfort. À partir de 15 750 € pendant les portes ouvertes du 13 au 16 juin. Disponible également en version électrique et hybride. Citroën. Tarif conseillé particulier jusqu'au 30 juin pour l'achat d'une Citroën C3 U9 hors option. Détail sur citroën.fr selon réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun. Alors comme je vous le disais madame, avec la rénovation énergétique à 1 €, l'État prend tout en charge. Je sais pas, ça m'embête de décider tout de suite. Oui, alors je comprends. Le problème c'est que si vous signez pas maintenant, vous pourrez plus en bénéficier et ça va vous... Non, n'insistez pas. Je préfère un autre avis d'abord. La réno énergétique à 1 €, ça n'existe pas. Les arnaques, si. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat. À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, y a la petite qui dort à côté. Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant. Mais la faute là! Carton, monsieur l'arbitre, carton, monsieur l'arbitre! Oh. Dès mardi, Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 € d'achat et dans la limite de 40 €, modalité sur intermarché.com. De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle. En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7 000 €. Oui, 7 000 €. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter. Nissan. Remis jusqu'à 4 000 € sur Juke hybride, 5 000 € sur Qashqai et 7 000 € sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. RTL. Suite du grand jury, présenté par Olivier Bost. Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est notre invité. À mes côtés pour vous interroger, Perrine Tarnot de Public Sénat et Claire Conruit du Figaro. Bonjour. Le grand jury, l'actualité de la semaine. Jean-Noël Barrot, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui au Groenland. Il a dit que c'était pour se réinvestir, pour pas qu'il y ait de la prédation. Alors le prédateur, c'est évidemment Donald Trump, mais se réinvestir, ça veut dire quoi? Donald Trump, je ne suis pas tout à fait sûr. Parce que vous savez, l'Arctique
fait l'objet de toutes les convoitises de la part de la Russie, de la part de la Chine. Et oui, le Groenland est un territoire européen et donc il est tout à fait naturel que l'Europe et en particulier la France l'investissent. Lorsque la question de l'intégrité territoriale du Groenland a été posée, j'ai moi-même exprimé que les frontières européennes n'étaient pas négociables. Mais au-delà de cette position de principe, il y a aussi un certain nombre de coopérations que nous avons déjà avec le Groenland et que nous voulons renforcer sur le plan scientifique comme sur le plan économique. C'est tout cela qui justifie la présence dans quelques heures. C'est un message à Donald Trump quand même, il faut, pour se dire les choses, c'est un message clair à Donald Trump. Oui, c'est un peu de provocation de la part d'Emmanuel Macron, non ? Il dit je veux envahir le Groenland ou l'acheter. Le Groenland est un territoire ou de manière commerciale. C'est un territoire européen et de toute évidence, c'est un territoire convoité. On peut s'agiter sur des plateaux de télévision en donnant des leçons aux uns ou aux autres. Ou alors, on peut agir, se rendre sur place, renforcer les coopérations, répondre aux enjeux de sécurité, de développement économique. C'est dans cette ligne-là que s'inscrit la France. Il y a une règle sur un territoire européen, c'est que s'il est attaqué, il y a une solidarité de fait de la part de tous les Européens. Est-ce que ça veut dire que si demain il y a une opération militaire sur le Groenland, la France, par exemple, interviendrait pour défendre le Groenland? Mais la question ne se pose pas, puisque la solidarité entre les pays européens au sein de l'Union européenne, comme la solidarité entre les pays membres de l'OTAN, est suffisamment dissuasive pour que personne ne vienne la tester. Personne n'est jamais venu la tester jusqu'à présent. Alors, attention, ça n'est pas éternel. Et ça n'est pas parce que nous sommes nombreux que nous sommes abrités de toutes les menaces. Et c'est pourquoi les discussions qui vont se tenir juste après ce voyage du président de la République au Groenland, à l'OTAN, s'agissant du relèvement de nos dépenses militaires, du relèvement de nos capacités dissuasives, est si importante. Parce que lorsqu'on n'est pas dissuasif, alors on devient une proie pour tous ceux qui veulent tester la résistance et la robustesse de ces alliances de sécurité, mais jusqu'à présent, elles sont si solides que personne n'est venu les tester. Nous parlions dans la première partie de toutes ces guerres irrésolues pour l'instant par Donald Trump. Il y a bien sûr la Russie et l'Ukraine, ce conflit. Vladimir Poutine a-t-il une seule raison d'arrêter cette guerre ? Je crois qu'il en a assez peu, à moins que nous décidions de lui en donner quelques-unes. Et c'est ce que nous avons décidé de faire en incitant la Commission européenne à prendre l'un des paquets de sanctions les plus puissants depuis le début de cette guerre. Et je suis très heureux qu'elle ait retenu nos propositions. Propositions qui vont viser certains des acteurs majeurs de l'industrie pétrolière russe. Certaines mesures qui vont aussi viser des pays tiers qui permettent à la Russie, en facilitant le contournement de nos sanctions, de continuer à financer son effort de guerre. Ce paquet, qui n'a pas encore été adopté, nous allons continuer à le renforcer en allant au-delà, en contraignant la circulation des diplomates russes sur le sol européen. Mais peut-être de manière un peu différente de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ce que je recommande, et ce que j'ai recommandé à la Commission européenne, c'est que ce paquet de sanctions, contrairement au précédent, soit utilisé pour contraindre Vladimir Poutine à l'atteinte d'un objectif simple, le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu d'au moins 30 jours, peut-être au-delà, qui permette la tenue de discussions, de négociations en bonne et due forme. Parce que vous voyez bien à quel jeu joue Vladimir Poutine. Je ne fais pas de cessez-le-feu et j'esquive les négociations de paix. Entre les sanctions européennes et la voie diplomatique que vous privilégiez naturellement, est-ce que tout cela c'est assez fort quand on écoute le négociateur de Vladimir Poutine qui a déclaré en mai dernier que la Russie est prête à une guerre sans fin? Mais ça, pardon, qui en doutait? Vladimir Poutine n'a fait aucun mystère de ses intentions. Ses intentions sont des intentions coloniales. Ce sont des intentions impérialistes. Ce que veut faire Vladimir Poutine, c'est reconstituer en réalité l'Union soviétique de jadis. Et donc il ira jusqu'au bout, à moins qu'il ne soit arrêté. Et comment l'arrêter? Eh bien, en asphyxiant son effort de guerre par des sanctions extrêmement lourdes. Des sanctions européennes. Les Européens doivent s'engager aujourd'hui à ne plus du tout acheter de gaz et de pétrole russe. Bien sûr, c'est l'objectif. Nous délivrer intégralement de notre dépendance aux énergies fossiles russes. Nous allons le faire pour le gaz d'ici l'année prochaine et nous devons le faire dès aujourd'hui pour le pétrole. Mais j'ajoute un point à cela, c'est que les sanctions européennes, c'est bien,
Si à ces sanctions s'ajoutent des sanctions américaines, c'est encore mieux. Mais ça tombe bien, parce que vous avez vu que dans leur immense majorité, les sénateurs et les députés américains ont décidé, eux aussi, de prendre des sanctions massives contre Vladimir Poutine, parce qu'ils voient bien que si nous ne l'arrêtons pas, eh bien, il ira jusqu'au bout de son fantasme colonial. C'est quoi ces sanctions massives? Parce qu'on a eu 17 paquets de sanctions jusque-là. C'est quoi les sanctions massives qui vont faire plier Vladimir Poutine? Parce que jusque-là, ça n'a pas fonctionné. C'est justement, et c'est l'intuition des sénateurs et des députés américains, et c'est l'intuition que nous allons retenir, nous aussi, Européens, lorsque dans quelques jours nous adopterons ce paquet, c'est d'appeler les pays tiers, ceux qui sont parfois nos amis et nos partenaires, eh bien, à tenir compte du fait que la Russie présente pour l'Union européenne aujourd'hui un danger de vie ou de mort. Et que si ils ne viennent pas nous aider à freiner et même à mettre à l'arrêt la machine de guerre de Vladimir Poutine, eh bien, tout cela aura des conséquences. Parce que lorsque nous disons que c'est une question de vie ou de mort, nous sommes sérieux. Ça veut dire quoi, les conséquences? Parce que vous n'êtes pas très concret, là. Ça veut dire quoi, les conséquences? Je vous invite à regarder les propositions qui ont été faites par la Commission. Il s'agit d'embargo sur certains produits, et notamment des produits énergétiques en provenance de pays qui continuent d'importer du pétrole russe. Vous voulez par exemple demander à l'Inde de ne plus acheter de pétrole russe? Mais Olivier Bost, si, comme nous le pensons, la Russie présente pour l'avenir de l'Union européenne et pour la France un danger de vie ou de mort, alors il faut joindre les actes à la parole. C'est une question de crédibilité et d'efficacité. Est-ce que, paradoxalement, les échecs diplomatiques de Donald Trump au Proche-Orient, sur le dossier également ukrainien, pourraient finalement l'amener à se tourner vers la Chine d'un point de vue commercial? Est-ce que vous voyez possiblement, finalement, une alliance commerciale qui pourrait se nouer entre les deux géants chinois et américains? Je vois surtout une grande confrontation en préparation à laquelle nous ne voulons pas prendre part. Et le moment que nous vivons, c'est celui où l'Union européenne, l'Europe, peut montrer la voie en refusant les logiques de bloc, en refusant le réveil des empires, de ce qu'on appelle les sphères d'influence, qui consistent pour des grandes puissances à décider du sort des pays de leur voisinage. Tout ça, nous le refusons. Nous voulons préserver cet héritage que nous avons reçu des générations qui nous ont précédés, celui d'un monde ouvert, d'un monde qui fonctionne grâce à des règles universellement reconnues, qui reposent sur ce qu'on appelle le multilatéralisme, qui n'est ni plus ni moins qu'un autre mot pour parler de dialogue et de négociation. Et c'est dans cet esprit que nous voulons relever le gant. Et beaucoup de pays dans le monde, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, regardent avec beaucoup d'intérêt les initiatives que nous pourrions prendre pour ne pas se laisser entraîner dans cette confrontation entre les États-Unis et la Chine. Jean-Noël Barrot, vous êtes également ministre de l'Europe. Est-ce que l'Europe a saisi l'ampleur de ce retour des empires, comme vous dites? Je le crois. La guerre est à nos portes. La planète est en ébullition. Notre économie décroche. Nos démocraties sont prises d'assaut. Si nous n'y prenons garde, nous perdrons tout ce que nous avons patiemment construit. Mais nous avons tous les atouts pour réussir. Nous avons la force pour réussir. Nous sommes un continent extrêmement riche, extrêmement puissant, extrêmement ingénieux. Si nous nous donnons les moyens, eh bien, nous pouvons garder la maîtrise de notre propre destin et continuer à peser sur le cours des choses. Le sommet des océans s'est achevé à Nice, alors un peu dans l'indifférence parce qu'il y a eu les événements qu'on a évoqués. Le bilan de ce sommet est-il positif? Pas d'accord contraignant pour réduire la pollution plastique, pas d'accord pour empêcher l'exploitation minière des grands fonds, et puis des zones protégées, notamment françaises, qui finalement en fait sont encore très peu protégées, notamment contre la pêche dans les grands fonds. Est-ce qu'il reste quelque chose de Nice? Cette conférence de Nice est un immense succès diplomatique, mais aussi un immense succès populaire, puisque c'est la plus grande manifestation jamais organisée sur l'océan. L'océan qui est notre meilleur allié dans la lutte contre le dérèglement climatique, qui produit la moitié de l'oxygène que nous respirons dans ce studio. On a parlé des qui océans, héberge un quart des espèces sur la planète. Ça a fait parler des océans, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Nous avons réuni 100 000 personnes autour de cette conférence des Nations Unies. La dernière édition, il y a 4 ans, c'était 7 000 personnes. Et nous avons pris des engagements contraignants qui vont changer la donne. Et en particulier, le traité sur la haute mer, qui couvre 50% de la planète, et qui aujourd'hui n'est soumis à aucune règle et aucune loi.
ce traité, grâce à la mobilisation de la diplomatie française, va entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, puisque nous avons rassemblé 55 ratifications à ce traité. Il en faut 60, c'est-à-dire 5 de plus. Et nous savons, parce que des processus sont en cours dans un certain nombre de pays, que nous y parviendrons. En 2 ans, nous aurons fait entrer en vigueur un traité pour protéger la haute mer. La dernière fois que la communauté internationale s'est mobilisée pour protéger l'océan, ça a pris 12 ans pour la faire entrer en vigueur. Avant d'aborder les dossiers politiques français, notamment budgétaires, un petit mot quand même sur l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est détenu depuis 7 mois maintenant à Alger. Est-ce que vous avez des nouvelles quant à une libération prochaine? On sait qu'il attend un jugement en appel le 1er juillet prochain. Nous avons des nouvelles d'abord de sa santé, par sa famille qui lui rend visite. Elles sont préoccupantes. Nous attendons le jugement en appel qui interviendra le 1er juillet et nous continuons d'appeler les autorités algériennes à un geste d'humanité. Le grand jury, question express. Avec des réponses, toujours le même principe, par oui ou par non, pour ou contre. Tout d'abord, fallait-il retirer sa Légion d'honneur et son titre de grand maître à Nicolas Sarkozy? C'est l'application d'une règle. Il ne revient pas de la commenter, ce n'est pas une décision politique. Je note qu'il y a un recours contre la décision de justice, que cette affaire n'est donc pas encore tout à fait terminée. Perrine Tardin. Est-ce qu'il faut interdire le réseau social X, où pullule notamment du contenu pornographique, accessible à tous les enfants? Vous avez été chargé du numérique dans un gouvernement précédent, on le rappelle. Il y a des moments, quand on est engagé en politique ou ailleurs, où on a d'immenses satisfactions. Ce sentiment, je l'ai ressenti la semaine dernière, lorsque la loi que j'ai portée a conduit les plus grandes sites pornographiques à décider de quitter la France plutôt que d'appliquer une règle simple, vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Mais est-ce qu'il faut également fermer des réseaux sociaux? Il faut vérifier l'âge des utilisateurs. Il faut protéger nos enfants sur les sites pornographiques, comme partout sur Internet en réalité. Donc ça passe pas par l'interdiction. Quand une plateforme comme X ne fait pas de contrôle, qu'il y a un certain nombre de contenus qui sont plus que problématiques. Pardonnez-moi, la règle, on n'interdit pas. La règle, c'est vérification d'âge à l'entrée. Si vous ne vérifiez pas l'âge à l'entrée, c'est le blocage du site. C'est ça la loi que j'ai portée. Bah oui, mais je suis content qu'elle puisse être appliquée. Elle s'applique pas aux réseaux sociaux. Il faut qu'elle s'applique. Et il n'y a pas de raison qu'elle ne s'applique pas. Vous avez, pour ou contre la fin des peines avec sursis, c'est une idée que va défendre votre collègue Gérald Darmanin à la rentrée dans une loi. Je salue en tout cas l'initiative qu'a prise Gérald Darmanin de consulter largement toutes les forces politiques du pays pour inventer les réponses pénales dont nous avons besoin. Mais attendez, vous ne répondez pas à la question par oui ou par non sur le sursis. Mais je ne veux pas préempter ce dialogue qu'il a initié. Je crois qu'il faut le laisser aller jusqu'à son terme. Claire Conway. Faut-il supprimer les allocations familiales lorsqu'un enfant devient délinquant? C'est une idée défendue par un autre de vos collègues au gouvernement, Bruno Retailleau, encore ce matin dans les colonnes du JDD. Ce qui est clair, c'est que face à l'explosion de la violence que nous voyons, il y a une partie de la réponse qui se trouve du côté judiciaire, mais il y a une partie de la réponse qui inévitablement se trouve dans les familles et à l'école. La responsabilisation des parents, la restauration de l'autorité parentale est absolument indispensable si nous voulons contenir ces phénomènes comme le drame que nous avons vécu il y a quelques jours. Est-ce que vous estimez qu'il y a une tyrannie des faits divers, comme le dit Emmanuel Macron? Je crois en tout cas qu'il faut aborder ces questions, ces drames, ces tragédies, en les appréhendant dans leur complexité. Le grand jury, ça se passe au Parlement. S'attachant aux causes profondes de ce surgissement de la violence dans nos sociétés. Alors, vous l'avez entendu, ça se passe au Parlement. On va parler du Parlement. Mais quelle est la plus grande qualité, d'abord, je voulais vous demander, de François Bayrou? Savoir rester au pouvoir ou tenter l'impossible pour le budget? La plus grande qualité de François Bayrou, c'est d'avoir toujours voulu associer très largement les Françaises et les Français aux décisions qui les concernent. Est-ce que ça permettra de faire 40 milliards d'euros d'économies l'année prochaine et de ne pas augmenter les impôts? Je le crois. En tout cas, je crois que c'est la seule solution. Et c'est la manière dont il s'y est pris le 15 avril, lorsqu'il a rappelé que la vérité permet l'action et qu'il a joué carte sur table en montrant l'ampleur des efforts qui nous attendent. C'est aussi ce qu'il a suggéré en mettant sur la table l'idée d'un référendum qui consisterait à confier aux Françaises et aux Français la décision des efforts qui sont devant nous et qui sont indispensables. C'est son approche. Ouais. Ça a toujours été la sienne. Il l'a rappelé au premier jour de son entrée à Matignon.
et je suis très heureux qu'il y reste fidèle. Et est-ce que votre propre ministère, le ministère des Affaires étrangères, vous avez déjà contribué aux efforts budgétaires, mais est-ce que vous êtes prêt encore à faire un effort? Est-ce qu'il y a encore de la marge dans le contexte international qu'on a décrit? Nous avons l'année dernière très largement contribué à l'effort s'agissant de l'État, puisque mon ministère a porté 10% de l'effort alors qu'il ne représente qu'1% du budget de l'État. Il y a sans doute des efforts qui peuvent être faits par l'État cette année encore, mais je crois que la question fondamentale qui est posée pour l'État, c'est celle de l'efficacité, de son organisation, de sa capacité à se tourner vers ses missions. C'est d'ailleurs ce à quoi François Bayrou nous a demandé de réfléchir. Je l'ai fait, j'ai suivi la consigne et j'en ai tiré des leçons. Et je m'apprête à continuer à transformer mon ministère pour qu'il soit toujours plus efficace dans la manière dont il offre un service public de qualité aux Français de l'étranger, dans la manière dont il défend les intérêts de la France et des Français. Vous ne voulez plus baisser votre budget concrètement. La voix de notre pays. Concrètement, vous allez proposer des économies. Est-ce que votre budget va Ces 40 milliards, baisser? Ce sont des efforts considérables que nous devons faire parce que nous refusons de surendetter les générations à venir. Ils doivent être équitablement répartis. Et je crois qu'il ne faut pas se tourner constamment vers l'État et ses dépenses qui ont déjà été très largement contenues. Chacun doit contribuer à cet effort. Si je vous écoute bien, donc l'État a fait sa part d'efforts importante l'année dernière et là cette année, pour l'année prochaine plus précisément, pour faire les 40 milliards d'euros d'économie. Il y avait un peu plus de nuances dans ce que je vous ai dit. Mon ministère a fait un effort considérable l'année dernière. L'État doit continuer à faire des efforts s'agissant de sa dépense, mais j'attire votre attention sur le fait que notre problème principal, la préoccupation des Françaises et des Français, c'est d'avoir un service public de qualité pour l'école, pour la santé, et que cela, ça passe par des mesures d'organisation. On dit aujourd'hui de gouvernance, et c'est cela qu'il ne faut pas perdre de vue au moment où s'engagent des discussions budgétaires. Mais il n'y a pas que l'État. Tout le monde doit participer. Il y a évidemment les collectivités, les dépenses sociales, toutes les Françaises et les Français. Le constat, il était clair et clairement posé. Est-ce que, par exemple, réduire les niches fiscales... Nous sommes trop endettés parce que nous ne produisons pas assez. Nous ne produisons pas assez parce que nous ne travaillons pas assez. Et nous ne travaillons pas assez parce que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Ce constat, il est implacable. Soit nous y restons sourds et alors nous perdrons ce qui fait l'identité de la France, sa force, sa grandeur, son indépendance. Soit nous faisons cet effort collectif dont je sais que le Premier ministre s'assurera qu'il soit équitablement réparti et alors nous pouvons faire en sorte que la France reste fidèle à elle-même. Justement, après-demain, c'est la fin des négociations sur les retraites entre les syndicats patronaux et les salariés. Est-ce qu'un accord qui maintient l'âge de départ à 64 ans, c'est le plus important pour vous? Je suis sûr que les organisations syndicales et patronales trouveront un accord parce qu'elles savent le faire lorsqu'il s'agit de gérer les retraites complémentaires des salariés du privé, Agirc Arrco. Elles ont cette responsabilité. Elles savent faire et prendre des choix difficiles lorsqu'ils s'imposent. Et donc, bien sûr que cette réforme, à la marge, et dans certains de ses paramètres, s'agissant de carrière longue, pénibilité, etc., peut être améliorée. Mais je leur fais confiance. Et je crois que c'est une opportunité assez historique pour elles, pour trouver un accord qui, à la fois, la rende plus juste, tout en préservant les équilibres financiers de ce système auquel nous sommes tous attachés. Et s'il y a un accord, est-ce qu'il doit se traduire dans une loi? C'était l'engagement du Premier ministre. Aujourd'hui, il semble dire qu'on verra si c'est vraiment nécessaire, cette loi, donc de repasser par le Parlement. Je crois que ce que le Premier ministre a dit, mais contredisez-moi si je me trompe, c'est que si les partenaires sociaux s'accordent sur des modifications à apporter à la réforme, et si ces modifications sont de nature législative, c'est-à-dire qu'elles nécessitent une loi pour entrer en vigueur, alors qu'il n'aurait pas de difficulté à les présenter au Parlement. Vous ne pensez pas que le Premier ministre craint quand même avec une loi de retrouver le sujet des 64 ans, que le Parti socialiste, par exemple... Si les partenaires sociaux, si le dialogue social conduit à un accord équilibré qui rende cette réforme plus juste, tout en préservant l'équilibre financier du système, il serait absolument irresponsable de la part de quelque formation politique que ce soit, de s'y opposer, de s'opposer à un accord trouvé par les partenaires. Oui, mais les parlementaires peuvent amender, ils peuvent modifier, ils ne sont pas obligés d'adopter une loi dans les termes telle qu'elle est présentée. Eh bien, ce serait une très mauvaise manière faite au dialogue social. Et si ce conclave échoue, c'était quand même la grande idée du Premier ministre, est-ce que, au-delà d'un échec personnel et politique, cela voudrait dire qu'il faudrait qu'il songe à démissionner? Je ne crois pas qu'il échouera, ce conclave, parce que je vous le redis, les partenaires sociaux ont l'occasion de montrer devant tous les Français
qu'ils savent se saisir des responsabilités lorsqu'on les confie sur ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire notre régime de retraite par répartition. Est-ce que vous prenez au sérieux les socialistes qui commencent à reparler de censure, et notamment sur ce sujet des 64 ans et de la retraite? Il faut les écouter. Personne n'a oublié le coût démesuré de la censure pour l'économie et la société française au mois de décembre dernier. Celui qui, aujourd'hui, prendra la responsabilité de fragiliser, diviser la France et les Français avec une motion de censure qui, évidemment, nous replacerait dans les gouffres d'incertitude dans lesquels nous sommes trouvés il y a quelques mois, le paierait cher dans les prochaines échéances. Le Premier ministre souhaite instaurer la proportionnelle aux prochaines législatives. Un texte de loi devrait être examiné par le Parlement normalement à l'automne prochain. Vous y croyez vraiment à cette adoption? Parce que les partis politiques sont très divisés. Le gouvernement n'est pas sûr d'avoir une majorité. Est-ce que ça vous semble urgent et vraiment prioritaire pour les Français? Il est prioritaire de revitaliser la démocratie française. Tout ce qui permet d'associer plus étroitement les Françaises et les Français à leur avenir, aux décisions qui... Est-ce que vous avez une majorité? La proportionnelle est l'un des moyens d'y parvenir. Le référendum aussi, la banque de la démocratie, le vote à distance, tout ce qui permet de revitaliser la démocratie et de rendre le pouvoir aux Françaises et aux Français, nous permettra de contrer, de résister contre la grande vague populiste à tendance autoritaire qui est en train de déferler sur tout l'Occident jusqu'en Europe. Jean-Noël Barrot, merci pour ce grand jury. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Le grand jury RTL Le Figaro Public Sénat M6.